est-ce qu'on peut trouver d'autres critères? Et les critères, quand on les combine, forment des paradigmes, bon, des demandes. Hein, c'est comme... c'est une demande qu'on fait au final. Qu'exigez-vous de moi, hein, comme dit Teresa de Jésus. Qu'exigez-vous de moi? Alors, qu'est-ce qu'on peut exiger? On peut être centré sur le texte. Hein. Ce matin, je défends la notion de situation, mais ce n'est pas une obligation. Hein. On peut tout à fait être centré sur le texte, et la plupart de mes collègues, parce que c'est quand même et puis la plupart des critiques cinéphiles donc, ou de la presse parisienne sont centrés, donc ils sont en général donc, formalistes, néo-formalistes ou expressivistes. Donc, formalistes, ça veut dire qu'ils sont attentifs au jeu des formes et des couleurs et des sons, etc. Néo-formalistes, ça veut dire qu'ils demandent au film d'équilibrer le fond et la forme. Par exemple, quand on dit Spielberg donc, fait la liste de Schindler, mais avant de commencer le tournage, il envoie ses assistants pour recruter des figurants squelettiques. Du point de vue néo-formaliste, c'est pas bon. Il y a une sorte de stridence comme ça entre le fond et la forme. Il faudrait savoir, soit on critique l'attitude sélective des nazis, et dans ce cas-là, on évite d'avoir une attitude sélective basée sur le corps, soit on la critique pas. Voilà. Bon. Ça, c'est un point de vue néo-formaliste. Beaucoup aussi, et Dieu sait si on nous bassine avec la politique des auteurs, qui est ni politique, ni scientifique, ni rien du tout. Beaucoup sont expressivistes, c'est-à-dire le film va être valorisé parce que c'est quelqu'un qui s'exprime. C'est un artiste. Il n'est pas comme nous, il a du sang bleu, le sang bleu des artistes, hein, le bleu clin. Il est différent. Il y a un excellent livre sur cette question qui s'appelle L'élite artiste de Nathalie Heinisch. Hein, depuis qu'on a coupé la tête des aristocrates, on s'est trouvé des aristocrates de remplacement en France. Ce sont les artistes qui sont un petit peu au-dessus de nous, au-dessus des lois. Et donc quand l'artiste s'exprime, c'est bien parce que il s'exprime. Voilà. Mais on peut aussi avoir une attitude comparatiste. J'en parlais tout à l'heure avec les fans du site Mad Movies. On peut avoir un rapport au canon, un rapport à l'œuvre aussi. Machin se renouvelle, un meilleur Woody Allen que l'avant-dernier. Bon, d'accord. Donc ça, ce sont des paradigmes. On attend de Woody Allen qu'il fasse la même chose en mieux, ou qu'il fasse juste la même chose. Enfin voilà, on a un rapport comme ça, à la fois expressiviste et comparatiste. Bon, j'ai rien à dire à tout ça, c'est très bien. Mais ça va mieux en le disant. Voilà. Maintenant, on peut demander donc au film, comme je viens de le dire dans la première partie, qu'il s'adapte à la situation, donc qu'il soit distrayant quand j'ai envie de me distraire, intelligent quand j'ai envie de réfléchir, excitant quand j'ai envie d'être excité, donc il s'adapte à la situation. On peut, alors c'est très très, en fait là quand on le voit bien en lisant la thèse dont je vous parlais tout à l'heure, la thèse de Caspro, c'est très difficile d'obtenir des confidences vraiment sincères de quelqu'un, surtout quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, des confidences relatives à son ou ses films de chevet. Les films dont on peut dire qu'ils nous représentent, mais d'une manière plus forte qu'un député représente ses électeurs. Hein, mais les films qui nous donnent l'impression qu'on a compris le monde dans lequel on a fait un passage de quelques dizaines d'années, des films qu'on interroge quand on est un peu perdu. C'est très difficile d'obtenir de la sincérité. Bon, comme sa thèse se déroulait sur de longues années, qu'elle était circonscrite à un lieu qu'il habitait, qu'il connaissait, il a fini par tirer quelques confidences comme ça. Et ce qui revient dans les films profondément aimés,
c'est malheureusement encore un mot anglais, je suis désolé, mais relatability commence à devenir très connu en anglais, et je vous propose de le traduire par concernabilité. Des films qui me concernent, qui parlent de choses qui me sont arrivées. Et je dois dire que lorsque je suis vraiment sincère avec moi-même, vraiment je me mens pas, je pense que les films que j'emmènerais sur une île déserte, je les emmènerais parce que j'ai eu cette vie-là. Voilà. Avec ces expériences-là, ces joies et ces déconvenues-là, et qu'en fait tous, ils sont en écho avec mon parcours personnel. Donc ce serait de la folie furieuse que de dire, je vous en donne un comme ça, les parapluies de Cherbourg, ce serait de la folie furieuse de dire à des étudiants, vous savez, vous devriez regarder les parapluies de Cherbourg, c'est un chef-d'œuvre absolu. Complètement fou. Enfin, d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas regarder 2 secondes des parapluies de Cherbourg sans m'évanouir, c'était tellement idiot. Voilà. Bon. Maintenant, c'est plus comme ça. Donc la relatability, je pense que c'est un critère tout à fait valable, qui est bien sûr méprisé par la critique orthodoxe, mais qui est très, très, très utilisé. Mais aussi, on peut demander, comme, je sais pas, dans les milieux queer ou féministes, ou politisés d'une manière ou d'une autre, on peut demander que le film fasse bouger les choses. Qu'un film fasse passer l'idée que telle catégorie de personnes, d'ordinaire stigmatisées, de par son comportement sexuel, de par sa couleur de peau, etc., fasse passer l'idée que finalement, moi-même comme un autre, que cette personne-là, c'est la même que nous. Bon, on peut aimer des films aussi parce qu'on pense qu'ils font progresser une cause qui nous est chère. C'est tout à fait légitime aussi. Je ne vois pas pourquoi on traiterait de haut ces critères-là. Et puis on peut aussi mélanger tout. Un critère qui m'est cher, le critère de la Bildung, des leçons de vie, c'est-à-dire des films qui nous font sortir de la séance moins bête ou moins perdu qu'on y est entré, des films qui nous permettent des bancs d'essai, de vivre des vies qu'on ne pourra pas vivre parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on n'a pas le bon sexe, ou parce qu'on n'est pas né dans le bon milieu. Sont à la fois des films qui sont basés sur la qualité du texte et puis sur la situation. La nanarophilie, par exemple, qui est très à la mode de nos jours. C'est un critère qui, à la fois, parle du texte. Il faut que le texte ait telle qualité, il faut que ce soit maladroit, involontairement. Bon, d'accord, ça se discute. Mais aussi basé sur la situation. Les nanarophiles ne regardent pas de films seuls. Ça n'a aucun sens de regarder un nanar seul. Ce qui est sympa, c'est de regarder. Je donne des cours d'humanité à l'école des mines. Il y a un club de nanarophiles à l'école des mines. Et ben, j'y suis allé quelques fois. Le but du jeu, c'est de faire des commentaires à voix haute. C'est ça qui est marrant. Le plus subtil possible. Voilà. Donc, à la fois la situation et le texte. Et alors ça, c'est typiquement de la cinéphilie postmoderne. Donc. Permise par le développement d'Internet, une appréciation en termes de... Là non plus, il n'y a pas de traduction officielle, je vous propose de traduire drillability par forabilité. C'est ce qui se passe avec Star Wars, par exemple. On vous donne une boîte de Lego, c'est donc un monde avec des Jedi, une république, des méchants, voilà. Et puis vous jouez avec. Vous pouvez forer à l'intérieur du monde pour découvrir... l'arrière-grand-père de Luke Skywalker a eu une aventure avec tel extraterrestre, il en est né, je sais pas quoi, des machins à tentacules. Bon. L'univers est forable et le film est bon parce qu'il nous propose un univers forable. Ok. Voilà aussi un critère légitime qui est très très à la mode ces jours-ci. Voilà. Donc, en voilà 1, 2, 3, 4, 7, 10. Voilà 10 systèmes de critères. Alors on peut les classifier, c'est ce que j'ai fait. Je les ai coupés en 3 groupes. Est-ce qu'on peut les classer ? Non. Enfin, non, ça
là où ça va plus, c'est là où j'ai peut-être une attitude politique, mais il n'est pas question de classer ces critères. Je ne vois pas pourquoi certains devraient être plus importants que d'autres. Ils sont tous absolument légitimes en termes sociaux. Alors ils ne le sont pas peut-être tous dans le système scolaire, mais scientifiquement, il faudrait pouvoir me montrer qu'il y a une manière de les classer. C'est ce que je vais revenir sur ce point parce que c'est peut-être un peu difficile à avaler. Qu'est-ce que je gagne à employer ces critères? Mais c'est la même chose pour tout. Donc les critères qu'on vient de voir là, il y a des tas de choses. L'action directe sur le corps, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, comment on peut regarder des films gore. Moi, je peux pas regarder de films gore. Des scènes de torture d'une demi-heure avec des hurlements. Non mais bon, ça me dépassait. Donc j'ai fait mon enquête parce que quand même. Et je me disais, tiens, je vais tomber sur des dandys baudelairiens complètement détachés comme ça, comme un peu des surhommes quoi, hein, donc qui sont capables de considérer seulement la forme. J'avais tout faux. Tout faux. C'est juste le contraire. Ce sont des gens qui se retournent l'estomac. Voilà. Ils s'appellent entre eux les viandards, dans les éditoriaux de Mad Movies. Et c'est simplement, ils maîtrisent une technique du corps que moi je ne maîtrise pas, et que je n'ai pas envie de maîtriser non plus. Mais bon, je dois avouer que là, ils savent se servir de leur corps d'une manière qui, donc, moi, bon. Mais c'est tout à fait étonnant, mais à mon avis, tout à fait légitime. Les connaissances sur le cinéma, par exemple, c'est hyper valorisé dans les cahiers du cinéma, dans Positif. En allant voir un film, on se documente sur ce qu'est le cinéma. Non seulement sur ce qu'est l'auteur, mais sur ce que peut dire, peut faire ressentir le cinéma. Il y a un côté réflexif, métadiscursif, comme ça, dans le mode d'appréciation orthodoxe. Bon. Tout ça, moi, me semble tout à fait légitime. Il y a d'autres choses. On gagne en développement de soi, en élévation, même en regardant Iron Man, ça dépend. Si vous me dites j'adore Iron Man, je vous dirais oui, c'est bien, mais alors qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu en fais d'Iron Man? À quoi tu l'emploies? Est-ce que tu l'interroges? Est-ce que c'est un modèle de conduite ou un modèle d'inconduite? Est-ce que c'est un pur fantasme qui permet de se laver d'idées nauséabondes? Enfin bon, peu importe, il y a des milliers de possibilités, mais je crois que la question de l'usage, qui est un petit peu négligée donc par la critique textualiste, est vraiment donc une notion très très importante. Et puis, ne serait-ce qu'une chose comme la réserve de sociabilité, ça sert énormément, vous savez, dans les films qu'on appelle des films phénomènes, où il y a des millions de Français qui vont dans les salles pour voir Intouchable, etc. Donc les critiques parisiens s'arrachent les cheveux, oh mon Dieu, qu'ils sont bêtes, bande de moutons, bande d'idiots, quoi, comme d'habitude. Mais songez au sentiment d'exclusion que vous avez à la table du dîner le samedi soir, quand toute la tablée s'enflamme et parle d'une scène, etc. Et vous êtes là, vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est un peu... Hein, il faut avoir les moyens quoi, de supporter ça, d'être le marginal, le mouton noir de la famille, celui qui n'a pas vu Intouchable. Bon, il y a une pression, tout le monde ne peut pas résister à cette pression-là.